Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Nadia et aujourd'hui, j'ai une histoire, mais de fou, qui vient de se passer aux États-Unis. C'est une histoire qui fait vraiment très mal au cœur car on croit toujours que le danger vient des gens qui sont loin, mais des fois, ça peut arriver ou ça peut venir des gens qui sont très proches de nous. C'est malheureusement l'histoire qu'on va voir aujourd'hui. Donc sans vous spoiler plus que ça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, mettre des likes et surtout laissez-moi vos commentaires car cette histoire, it's crazy et j'ai besoin de savoir qu'est-ce que vous pensez de ce crime-là car vous allez voir que il y a beaucoup de choses compliquées, pas dans l'histoire mais là on va parler de vision, de choses, donc vous allez comprendre au fur et à mesure. Bon, sans parler plus longtemps que ça, on va commencer notre histoire. Let's go. Aujourd'hui, on va parler de la famille Herken. C'est une famille ordinaire, discrète, mais elle avait tout pour réussir. Donc, dans les rues tranquilles de Toms River, dans le New Jersey, personne ne pouvait imaginer ce qu'il allait se passer des années plus tard. Le père David Herken occupait un poste très bien placé dans une grande entreprise technologique. C'est un homme respecté, travailleur, qui ramenait chaque soir de quoi offrir le confort à sa famille. Sa femme Deborah, elle incarnait la douceur, c'est une maman à plein temps, toujours là pour ses enfants. Elle investit dans leurs devoirs, leurs matchs, leurs anniversaires. Bon, le cliché parfait de la famille américaine. Deborah n'avait pas besoin de travailler, comme j'ai dit, son mari David, il touchait beaucoup d'argent, très bon salaire et était bien positionné dans l'entreprise où il travaillait. Et là, ils ont commencé à penser d'avoir des enfants, ce qui va être le cas. Donc, dans un cadre chaleureux, ils vont accueillir leur premier enfant qui s'appelle David Jr., qui est né en 1990. Il suivait plutôt une route stable, il était sérieux et ambitieux. Le second, il était Mathieu, qui est né en 1993. Il est charismatique, sportif, intelligent, populaire au lycée et un garçon souriant, à l'aise partout et surtout protecteur envers ses frères. Il avait un grand talent pour le foot, je parle là du soccer, pas du football américain, et tout le monde disait que s'il suit ce chemin-là, il va être quelqu'un de très connu, mais malheureusement, ça va pas être le cas. Après, on a Joseph qui est né en 1997. Celui-ci, tout le monde l'adorait. Il était gentil, calme, brillant et il avait soif de réussite. Pendant des années, tout semblait parfait. Les trois frères, ils étaient très soudés, chacun suivant son chemin, mais toujours liés par ce lien fort qui unit ceux qui grandissent ensemble dans l'amour et la stabilité. Mathieu, une fois son diplôme de l'université de Wesleyan, obtenu en 2014, semble un peu perdu. Il alterne les petits boulots, revient chez ses parents, puis repart. Par contre, Joseph, lui, il poursuit sa route. Il entre à l'université du Michigan, où il a eu un diplôme en 2020. C'était un étudiant qui était très brillant. Après, il a décroché un bon poste dans la finance chez Locust Point Capital à Princeton. C'est à ce moment-là que les chemins de Mathieu et Joseph se croisent, car ils ont étudié dans d'autres states et après sont revenus à leur ville natale, au New Jersey. Mathieu, il aménage avec son petit frère dans un appartement luxueux qui se trouve au 621 Michel Muse Apartments dans le quartier chic de Palmer Square à Princeton. C'est un complexe haut de gamme, très prisé,
balcons fleuris, des plafonds de 3 mètres, des cheminées en marbre, des placards californiens sur mesure, un garage privé. Les appartements s'y vendaient entre 1 et 3 millions de dollars. Oui, comme vous l'avez entendu, 1 à 3 millions de dollars pour un seul appartement. C'était un lieu paisible, sécurisé, à 1 minute à peine de l'université de Princeton. Pour les gens qui connaissent pas cette université, c'est l'une des meilleures au monde. C'est comme si là on parle de Harvard. Il y avait que les gens compétents et riches qui allaient à l'université et eux ils habitaient à 3 mètres de ce lieu-là. Mais bon, derrière les murs de prestige, quelque chose de très sombre se tramait. Vers 2019, quelque chose commence à changer chez Mathieu. Lentement mais sûrement. Il devient plus silencieux. Il se retire du monde de ses proches et de ses amis, que bien sûr, il commence à sentir ça et il commence à en parler. En fait, il dit qu'il voit des choses, voilà, des visions d'ombre d'un monde invisible pour nous, mais pour lui, c'était la réalité. Il avait des hallucinations intenses, des délires mythiques et de la paranoïa. En fait, tout ça, la famille en avait connaissance. Ils ont essayé de l'aider pour l'amener chez un médecin, mais lui, il refusait. Dans sa tête, tout cela était vrai. Mais bon, c'était quelqu'un de gentil. Ils avaient juste peur qu'il va se faire du mal, mais jamais aux autres. C'est-à-dire que ce soit la famille ou bien les gens qui connaissaient. Mais bon, ils n'arrivaient pas à le convaincre d'aller voir un médecin. Mais bon, ils se sont dit, un jour, ça va arriver. Et qu'il va accepter qu'il doit aller voir un thérapeute ou un psychologue et peut-être lui prescrire quelque chose pour sortir de cette situation-là. Là, en 2019, Mathieu, en fait, il commence à poster sur Facebook des publications qui deviennent de plus en plus étranges. Il partage des dessins énigmatiques, des poèmes troublants que je vais déjà vous mettre ici. Vous pouvez le voir. Son Facebook est toujours ouvert, donc vous pouvez aller jeter un œil. Mais bon, comme j'ai dit, c'est très compliqué de comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire des poèmes qu'il écrivait et le message qu'il voulait passer derrière les dessins que pour moi, doesn't make sense. Donc, il y a un message ou plutôt une publication qu'il a mis sur Facebook qui disait, bon, je vais vous lire ça, j'essaie le maximum de le traduire, mais bon, c'est à peu près la bonne traduction. Il dit combien y a-t-il d'habitations au cœur de la mer, combien de sources à la source du Cer, combien de ruisseaux au-dessus du firmament, quelles sont les sorties de l'enfer et quelles sont les entrées du paradis. Des phrases qui semblent venues d'un autre monde. Joseph, il était très inquiet. Il restait près de lui, il voulait l'aider, il le soutenait, il accepte même qu'ils vivent ensemble pour qu'il ne soit pas seul. Mais il ne savait pas à quel point son frère s'enfonçait dans l'ombre. Comme j'ai dit, suite aux publications, les gens commençaient à s'inquiéter, c'est-à-dire la famille un peu lointaine, les amis et les gens qui l'ont connu à l'université ou à l'école. Donc là, déjà, il voit que il commence à changer au niveau de son image. Il fait pousser la barbe. Il était un peu, il a pris du poids. Il prenait pas soin de lui. Il mettait pas des vêtements vraiment. Voilà, je fais pas ça là. Voilà, quand je dis ça, c'est pas par rapport à lui-même. On peut tous porter des vêtements de ce genre-là. Je parle des gens qui le connaissaient avant et c'est là ils ont vu la différence. C'est-à-dire il était toujours bien habillé, bien coiffé, toujours rasé, mais là c'était vraiment quelqu'un d'autre. Donc c'était très bizarre et ça commence à inquiéter les gens grave. Donc il a commencé, comme j'ai dit,
à écrire des choses. Des fois, il écrit des poèmes avec des points d'interrogation où il dit, mais est-ce que tu m'entends pas? Est-ce que tu veux que je te fasse du mal? Pourquoi tu me réponds pas? C'est quoi la vie après la mort? Il parle du sang, il parle de choses qui sont un peu très compliquées à comprendre. Je pense que c'est uniquement lui ou quelqu'un d'intelligent ou quelqu'un dans ce domaine-là qui peut décortiquer ce message-là et nous donner une réponse, ou bien peut-être vous pouvez les lire et vous me dites aux commentaires ce que vous avez compris. Moi, j'ai rien compris, que ce soit des tableaux qu'il mettait, des dessins. Je sais que l'art, c'est un peu difficile à comprendre, mais bon, là, je pense pas que c'est l'art, c'est que des choses, des trous, des... Bon, comme j'ai dit, j'ai beau essayer de chercher si les gens, ils ont pu décortiquer ce qu'il y avait sur son Facebook, mais j'ai pas trouvé vraiment de réponse. Chacun, il a une théorie et chacun, il a, voilà, il dit ce qu'il pense, mais pour moi, je suis pas très convaincue. Donc en fait, la situation se dégradait de Mathieu. Sa photo de profil, elle montre Mathieu en face des miroirs. C'est comme si il y avait différents miroirs. Il a fait un collage de ces photos-là. Il les a mis tous en photo de profil. Et ces publications, elles deviennent de plus en plus sombres. Donc, on voit là que sa mental health, il est en train de se dégrader. Bon, désolé, des fois je dis des mots en anglais. Ça fait longtemps que je vis aux États-Unis. Je commence à perdre le français, je commence à perdre l'accent, les mots, tout ce que vous voulez. Donc, s'il vous plaît, pas de bullying. C'est la vie, c'est comme ça. J'essaie de mon mieux. Mais bon, l'essentiel, c'est que le message soit passé. Donc, s'il vous plaît, soyez gentils. Pas de bullying, pas de bullying. Je déteste ça. S'il vous plaît. Donc là, il y a le 22 février 2025 où la vie de cette famille va basculer. En fait, la veille déjà de ce jour-là, il y a Mathieu qui a mis un selfie sur son Facebook où il était allongé par terre sur une moquette et on voit à côté de lui un jouet. Ce sont le genre de jouets qu'on donne aux chats ou bien aux chiens qui squeeze, qui font voilà, un son là, un truc pour que les chats soient un peu, qu'ils jouent avec ça, qu'ils restent un peu busy. Et aussi, ils les achètent aussi pour les chiens. Bon, je suis sûre que ça existe aussi en France, c'est juste que je vous donne voilà, une explication. Parce que moi, quand j'ai vu la photo là la première fois, j'ai pas compris ce que c'était à côté de lui, mais bon, après, j'ai compris. Donc, ils ont même, les gens, ils ont trouvé ça sur Amazon. Donc, il y avait le même jouet là qu'il a acheté. Bon, les gens, des fois, mais franchement, bon, il a acheté le truc, pourquoi vous cherchez? Non, là, ils doivent trouver où il a acheté. Donc c'est toujours Amazon et c'est toujours Walmart. Il y a deux choses qu'on voit toujours dans les crèmes américains. C'est Walmart qui est un supermarché très connu ici. Des fois c'est ouvert 24 heures sur 24 et des fois c'est voilà, c'est le Amazon aussi. Bon, c'est rigolo. Bon, des fois c'est rigolo, mais bon, c'est triste hein, que ça soit lié toujours à ces deux compagnies. Mais bon. Donc là, comme j'ai dit, il y a un appel, pardon, donc déjà le matin, non, la veille, pardon. La veille, je suis pas très concentrée là. Donc la veille, il a mis cette photo-là à côté de ce jouet-là et le lendemain, c'est-à-dire le jour où le drame va se passer, le matin, il y avait David Junior qui vient chez l'appartement de ses frères. En fait, il venait toujours pour aider Joseph à s'occuper de Mathieu, pour le réconforter, pour savoir s'il a besoin de quelque chose, de lui parler. Comme ça, il n'est pas voilà, seul dans ses pensées et ses visions et les choses qu'il entend. Et là, il y a Mathieu qui est sorti avec David Junior pour aller faire des courses dans un supermarché. Effectivement, ils ont fait des courses. Après, il l'a déposé à la maison et là, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé dans ce trajet-là ou dans ce laps de temps. Quand il l'a déposé, il y a David Junior qui habite chez lui, donc il habite tout seul. Il a appelé le frère.
le petit frère qui s'appelle Joe. Qui lui a dit, écoute, il y a un truc qui va pas avec Mathieu. Mais là, il lui dit, bon, c'est pas une bonne nouvelle, c'est pas la première fois qu'on entend ça, on sait très bien qu'il y a un truc qui va pas. Là, il lui dit, non, là, j'ai l'impression que c'est sérieux, il faut que tu fasses attention. Et Joe lui dit, bon, peut-être c'est, voilà, il est juste, il va se calmer, il est toujours comme ça. Bon, moi je vais avec lui, il n'est pas méchant, c'est pas quelqu'un qui fait mal aux gens. C'est vraiment quelqu'un de calme, mais comme j'ai dit, il a ses visions, ses choses. Pour moi, bon, quand je vois des émissions qui parlent de ça, pour moi, c'est la schizophrénie peut-être. Donc là, après, il y a encore David qui envoie à son frère Joe un texte qui lui dit: «Fais attention à toi, s'il te plaît. Fais attention de Mathieu». Et là, Joe, il lui dit: «Ben, écoute, calme-toi, il y a rien qui va se passer, tout va bien». Donc ça, c'était malheureusement le dernier message que David va avoir avec son frère Joe. Vers les 22h, donc là, il y a que les deux frères à la maison, ils ont un chat. Et pour une raison ou pour une autre, il y a Mathieu qui prend un golf club et qui tape son frère. On ne sait pas est-ce qu'il était en train de dormir, ou il était debout, ou il était en train de faire quelque chose. Donc déjà, il a tapé au niveau du derrière de la tête. Bien sûr, il est tombé et là, il a commencé vraiment à le taper jusqu'à ce qu'il a perdu conscience. On ne sait pas est-ce qu'il est mort à ce moment-là ou il était inconscient. Là, il a pris un couteau, il lui a ouvert la poitrine et là, malheureusement, imaginez l'horreur, désolée, ça va être très graphique. C'est-à-dire que les organes de l'intérieur étaient exposés, ils étaient tous à l'extérieur. Donc on voyait tout. Et le pire, c'est que il a pris son œil droit, il l'a arraché et voilà. Donc il a pris son œil. Mais on va encore découvrir plus de détails, donc accrochez-vous. Donc la police, c'est là où il a fait l'appel au 911 et là la police est venue. Il croyait vraiment que ça va être quelqu'un qui a eu une crise cardiaque ou quelque chose. Et pendant cet appel-là, le mec, il était très calme. En fait, il dit qu'il y a quelqu'un qui est mort à l'appartement et l'opératrice lui demande, OK, est-ce que vous connaissez la personne? Il dit oui, c'est mon frère. Et après, il lui demande, OK, est-ce que vous pouvez faire le CPR? Et là, il dit non, il est déjà mort. Ça fait 30 à 40 ans, 30 à 40 minutes, n'importe quoi, 30 à 40 ans. Et là, elle lui demande, OK, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, je vais pas vous donner plus de détails, venez vite. Mais comme j'ai dit, le mec était un peu bizarre, il était calme, pas en panique, rien du tout. C'est pas un appel qu'on reçoit de quelqu'un qui est vraiment perturbé par la découverte du corps de son frère. Donc là, elle a demandé l'adresse, il lui a donné l'adresse, et après, elle essayait de le garder le plus possible au téléphone pour avoir des informations, mais le mec était très short avec elle. Donc il disait, venez vite, car il y a aussi du feu. Donc là, ils ont dit, OK, il y a urgence, il faut qu'on aille. Ils sont partis, et c'est là où il y avait Mathieu déjà qui était à l'extérieur, il les attendait, donc ils lui ont demandé ce qui était armé, il a dit non. Et là, il y a des policiers qui sont rentrés dans l'appartement et là, ils vont découvrir l'horreur. Donc, comme j'ai dit, Joseph, il avait la poitrine ouverte avec les organes à l'extérieur. L'œil était arraché, mais ils n'arrivaient pas à le trouver. Et le problème, c'est que là, ils tournent la tête, il y avait la table qui se trouve à la salle à manger. Et là, ils trouvent une assiette, un couteau, une fourchette et du sang sur l'assiette. Donc là, ils comprennent bien qu'il a mangé l'œil de son frère. Après, il y avait le chat aussi, le pauvre aussi, qui a subi la même chose, c'est-à-dire il a attaqué le chat, il est mort et après, il était moitié brûlé. Donc vraiment un crime de fou. Il y avait du sang partout, c'était une scène mais
que les policiers ne s'attendaient surtout pas à trouver ça dans un quartier, comme j'ai dit, aussi calme. Il y a pas de crime, que des gens voilà, des étudiants, des gens sérieux. Mais bon, malheureusement, dans ces crimes-là, on peut s'attendre à tout. Et là, ils ont demandé à Mathieu ce qui s'est passé. Et bien sûr, vous connaissez la réponse. Il a dit, je vais pas vous donner plus de détails. Ils ont trouvé l'arme du crime. Et là, ils l'ont mis bien sûr en menottes. Ils l'ont amené à la gendarmerie. Et là, il voulait rien dire. La seule chose qu'il a dit, qu'il ne se rappelle pas, qu'il a snappé et voilà, qu'il va pas donner d'autres informations. Ils ont bien sûr averti la famille de Joe mais ils n'arrivaient pas à comprendre ni à réaliser la gravité du meurtre. Et malheureusement, ils étaient obligés de leur donner des détails. Et là, les pauvres, franchement, c'est la pire des choses déjà d'enterrer leur fils et aussi de découvrir que c'est son frère qui a mis fin à ses jours. Donc là, bien sûr, comme vous voyez dans les photos, les parents, ils sont les pauvres. La maman, elle n'arrive même pas à être debout, se mettre debout. Elle était, mais waouh. Le père aussi, la tête baissée, waouh. Et beaucoup de personnes, beaucoup de gens qui ont assisté aux funérailles. Et là, sa famille, imaginez, quand ils mettent en fait il y a toujours un post qu'ils mettent sur Internet pour la date des funérailles et tout, ils mettent comme une description sur la vie de la personne décédée. Et là, ils ont mis bien sûr qui était Joe, son parcours, sa famille. Et là, ils n'ont pas mis le nom de Mathieu comme des frères. Ils ont juste mis le nom de David. Donc là, c'est pour montrer que la famille était vraiment Dan avec Mathieu. Là, il pouvait supporter tout, mais pas qu'il tue son frère de cette manière-là. Surtout de cette manière-là. Déjà, le tuer, c'est grave, mais de cette manière-là, c'est encore pire. Donc là, Mathieu, il a essayé de finir ses jours en prison. Ils ont réussi à le sauver et là, il est dans une cellule qui est spéciale pour les gens qui ont ces idées noires. Et il porte une veste un peu bizarre pour les protéger. Et bien sûr, là, on a le juge qui a fait des pre-hearing, c'est-à-dire avant que le procès commence. Ils font le pre-hearing et là, Mathieu, il était détaché. C'est comme si on parle de quelqu'un qu'il connaît pas. Il était vraiment dans son monde à lui. Et là, bien sûr, ils sont en train de faire les examens pour voir quelle est sa santé mentale, c'est quoi, il souffre de quoi. Mais bon, le juge, il a dit comme quoi il croit que voilà, ça va être un truc mental, que rien ne sera fait. Mais pour moi, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui était conscient et ce qui n'était pas. Moi, ce qui m'intrigue un peu, c'est le selfie qui a posté la veille avec le chat là, le toy du chat. Donc là, je me dis, est-ce que ça a une relation avec le meurtre? Est-ce qu'il savait déjà qu'il allait commettre un meurtre le lendemain soir? Donc là, ça m'a un peu interpellée et intriguée, mais j'ai pas de réponse. Et on n'aura pas de réponse de toute façon pour l'instant, car il est en prison. Il attend que euh, que les examens finissent et que son procès commence. Et pendant les premiers hearings, sa famille n'a pas assisté, alors qu'ils ont droit d'assister, mais ils ont refusé. Ils n'arrivent pas à comprendre. Je pense pas qu'ils vont jamais le pardonner pour ce qu'il a fait. Mais bon, comme j'ai dit, ces maladies-là existent et malheureusement, il n'a pas été traité.
Ça a été, voilà, sa situation s'est aggravée et il n'avait pas de médicaments, ni de help, ni, de diagnostic, rien du tout. Donc je pense aussi c'est, la faute de je sais pas, est-ce que c'est la faute de la famille? Est-ce qu'il y a une loi ici, qui peut obliger les parents à, heu, amener leur fils pour aller faire un diagnostic? Ça, je ne sais pas, j'ai pas une idée, mais bon, on verra pendant voilà le jugement et tout ça. On va voir ce que les médecins vont dire, parce que là, il est en train, certainement de voir des médecins pour connaître, son état mental, et la gravité, de sa maladie, s'il est vraiment malade. Et bon, là, c'est triste parce que dans ces cas-là, ben, généralement, les gens ne prennent pas de prison. Ils vont passer quelques années, dans un hôpital psychiatrique et après, ben, ils sont libres, mais je pense qu'il y a un suivi pour qu'ils soient sous les médicaments et tout, mais bon, là, c'est vraiment triste. Je sais pas, le crime, il est affreux, la personne, elle souffrait. On sait pas pourquoi il a tué son frère de cette manière-là. Est-ce qu'il était jaloux de lui? Est-ce qu'il vraiment voyait en lui, une personne qui, hem, que lui, il voyait autrement? Vraiment, j'ai aucune idée. Personne ne sait pourquoi ce crime-là s'est passé. Mais bon, on prie, pour que la justice soit faite et que, Joe, il est dans un meilleur endroit certainement. C'était quelqu'un de gentil, il méritait surtout pas ça et que la force soit avec sa famille. Les pauvres, waouh, j'arrive même pas à imaginer leur, souffrance. Donc voilà, c'était notre histoire pour aujourd'hui. Bah, laissez-moi vos commentaires, dites-moi ce que vous en pensez et merci d'avoir fini, la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de faire un like, de vous abonner, il y aura beaucoup de vidéos, des crimes, généralement, que peu de personnes en ont parlé ou presque jamais. Donc voilà, je fais mes recherches et ça c'est ma passion de regarder des émissions sur les crimes, et lire les livres et comprendre pourquoi ces crimes-là sont faits. Mais bon, des fois on a des réponses, parfois on n'a pas. Donc voilà les amis, prenez bien soin de vous. C'était un plaisir de me présenter à vous. J'espère que vous allez m'accepter et pas trop me juger. Je fais de mon mieux, mais je vous jure, c'est très difficile de parler plusieurs langues. Aïe aïe aïe. La famille, la vie ici, le travail et tout, bon, ça va. Des fois, franchement, je perds mes mots, mais bon, c'est le début. Je pense que plus je pratique, plus ça va être facile pour moi de me rappeler surtout des mots qui sont un peu, voilà, qu'on n'utilise pas, quotidiennement. Mais bon, ça va venir. Allez, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à très bientôt et bye bye.